Comme Alexandre l'a dit, présentation d'aujourd'hui, introduction à l'apprentissage par renforcement. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Apprentissage par renforcement, on est un petit peu ailleurs. On va voir exactement c'est quoi les différences là, dans ma présentation. Alors, à propos de moi, Mathieu Godbout, je me suis présenté hier, je vais quand même le faire un petit peu rapidement. Je suis au doctorat en informatique avec Audrey Durand. Je travaille sur des problèmes d'apprentissage par renforcement sécuritaire. On a parlé hier d'apprentissage d'IA responsable. C'est une des facettes d'une IA responsable, c'est d'être sécuritaire. C'est là-dessus que je travaille. Et je suis fondateur du Bootcamp, donc là, je l'ai déjà dit, on est à la 3e année. Très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui en personne à autant de gens. OK. Alors, oui, tout de suite, je vais avoir des slides en anglais. Ça va être en français, mais j'espère que ce ne sera pas problématique. In the news, le ARL a quand même eu des ARL, apprentissage par renforcement, c'est une abréviation que je vais utiliser fréquemment. L'ARL a eu des succès qui sont extrêmement visibles là, dans les médias. On parle notamment à gauche de AlphaGo. AlphaGo qui est le programme qui a réussi à battre le champion du monde de Go. Le Go a été longtemps considéré comme la dernière frontière avant que les ordinateurs ne soient pas encore capables de battre les humains. Ça a été fait, si je me rappelle bien, c'est en 2015. Et ça, c'est encore un modèle d'apprentissage par renforcement de ARL qui se cache derrière ça. Les mêmes idées qui étaient derrière AlphaGo ont été utilisées pour AlphaStar, qui est cette fois-ci sur le jeu de StarCraft. Donc, on a un agent automatique qui est capable de battre des champions du monde à StarCraft. Les champions du monde, je ne sais pas exactement qui a été battu, mais il me semble que ça a été une performance extrêmement impressionnante. Et pour ceux qui ne le savaient pas, mais ChatGPT, notre ami, le mot qu'on a entendu à maintes et maintes reprises depuis hier, il y a aussi du ARL qui se cache derrière ça. On va même voir justement exactement c'est quoi le type d'ARL qui se cache derrière ça pour vous montrer la portée des applications possibles en ARL. Alors maintenant, pour vous illustrer quelle est la différence entre le ARL et le machine learning, apprentissage automatique, on va prendre l'exemple d'un enfant qui apprend à faire du vélo. Donc, l'enfant ne sait pas encore faire du vélo. Je veux commencer à le lancer pour qu'il puisse faire son vélo tout seul. Si je vais avec l'approche par apprentissage automatique, ce que je vais vouloir vous montrer, c'est des exemples. À quoi ça ressemble ce que tu as besoin de faire? Ce que tu as besoin de faire, c'est de tenir sur ton vélo. Donc, je vais te montrer, je suis sur un vélo, je vais montrer des exemples, je vais passer des exemples de comment est-ce qu'on fait du vélo. Je vais répéter ça des centaines, voire des milliers de fois, jusqu'à ce que l'apprentissage se fait. Pour ceux qui ont déjà vu un enfant apprendre à faire du vélo ou qui se rappellent de comment ils ont appris à faire du vélo, c'est probablement pas ce qui s'est passé. Vous n'avez probablement pas regardé des milliers d'heures de vidéos de gens qui font du vélo. On a une approche un petit peu plus différente, là, généralement, nous, en tant qu'humains, qui est l'approche par essai-erreur. Où est-ce qu'on va faire ça? On va commencer par essayer une stratégie pour faire du vélo. On va se rendre un petit peu loin. On va se dire, peut-être que je devrais essayer d'utiliser davantage mon guidon. Je vais me rendre un petit peu plus loin. Donc, j'ai ajusté ma stratégie, je me rends un petit peu plus loin. Finalement, j'ai utilisé trop mon guidon, je me rends moins loin. Et éventuellement, à chaque essai que je fais, j'apprends. Et à la fin, je réussis à apprendre mon comportement. Je suis capable de tenir sur un vélo. Donc, c'est ce qu'on appelle une méthode par essai-erreur. On fait un essai. On reçoit une erreur, on reçoit un feedback. Donc, dans ce cas-là, c'est un enfant qui voit j'ai essayé ça, je suis allé plus loin. Et après ça, on utilise ça pour apprendre, pour savoir qu'est-ce qu'on devrait essayer par la suite. On fait cette boucle-là un nombre de fois qui varie et c'est comme ça qu'on apprend un comportement complexe comme apprendre à faire du vélo. L'intuition derrière ça, c'est que quand on fait du ARL, tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir ce qu'on appelle une récompense. On a besoin d'avoir un signal qui me permet de dire l'essai que je viens de faire, le comportement que je suis en train de tester, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est meilleur que l'autre comportement? C'est ce qu'on appelle la théorie du bâton ou de la carotte. Donc, je peux pénaliser des mauvais comportements. Donc, si je fais quelque chose de risqué, je peux me faire mal. La carotte, c'est si je réussis à pédaler vite, j'ai du plaisir. Donc, je m'améliore comme ça. En fait, il y a même c'est un champ de recherche actif en ce moment. Là, je parle d'articles dans les derniers mois sur est-ce que la fonction de récompense, c'est même suffisant pour apprendre n'importe quel concept intelligent
duquel on fait preuve. Là. Donc, il y a une notion qui a une puissance derrière le simple fait d'avoir un reward pour savoir j'ai essayé quelque chose, je reçois un signal, j'essaie autre chose, je reçois un autre signal, et comme ça, j'apprends la performance, les actions optimales. Alors, comment on fait ça en ARL, ce framework-là avec les récompenses? Bien, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a plusieurs parties. On commence en haut, on a un agent. Notre agent, c'est ce qui va prendre des décisions. La décision, il va la prendre à partir de ce qu'on appelle un état, qui est où est-ce que je me situe. Dans le cas du vélo, c'est l'enfant qui est sur son vélo. Donc, où est-ce que je suis en ce moment même? L'action, c'est qu'est-ce que je fais par la suite? Est-ce que je bouge mon guidon? Est-ce que je donne un coup de pédale? C'est les différentes actions qui sont possibles. Il y a un environnement. L'environnement, dans l'exemple de l'enfant qui apprend à faire du vélo, c'est le monde réel. Et l'environnement va nous retourner le prochain état. J'ai déplacé mon guidon, ben, j'ai tourné vers la direction de mon guidon. Et une récompense qui est le signal qui me dit quelles sont les actions que je devrais prendre. Donc, la récompense, dans le cas du vélo, on pourrait dire à quel point je me suis rendu loin en vélo. Ben, on pourrait voir cette loupe-là, justement, où est-ce que ça se répète sans cesse jusqu'à ce qu'il y ait une terminaison d'épisode, où est-ce qu'on tombe, ou est-ce que ben là, on est rendu qu'on traverse la journée au complet, ben, on considère qu'on est prêt à faire du vélo. L'objectif sur ce framework de ARL-là, c'est de dire qu'il faut que l'agent trouve les actions qui maximisent la récompense à long terme. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'agent n'essaie pas de trouver l'action optimale en ce moment. C'est possible que l'action optimale en ce moment soit quelque chose qui ne va pas me donner une récompense maintenant, mais qui va me donner une récompense très grande plus tard. Un des exemples qu'on donne souvent, c'est le jeu Montezuma Revenge, un jeu vidéo sur Atari. Montezuma Revenge, c'est un jeu où est-ce qu'on doit traverser des pièces, et à la fin, il y a une pièce qui est barrée. La pièce, elle est barrée. Il y a une clé qui est disponible au tout début du jeu qu'on doit récolter pour pouvoir l'ouvrir et après ça avoir accès aux autres niveaux. Donc là, le comportement optimal serait de ramasser la clé même si ça ne me donne pas de récompense, parce qu'à la fin, ça me permet d'avoir beaucoup plus de récompenses. Donc, c'est ça l'intérêt d'avoir un horizon à plus long terme. Eh bien, ce framework-là, il est extrêmement puissant. Donc, je vous parlais d'exemple d'Atari. Bien, sur Atari, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai mon agent. Mon agent, ce qu'il doit faire, c'est trouver quels sont les button presses, qu'est-ce que je dois faire sur ma commande pour contrôler le jeu. J'ai la console qui va me redonner une image, qui va me redonner un score. Et en fonction de l'image et du score que j'obtiens, je vais choisir quels sont mes button presses qui sont les plus performants. Donc, éventuellement, dans un jeu comme là, on voit, c'est l'agent va essayer de maximiser le score final qu'il va obtenir. Donc, vous trouvez les actions qui lui permettent de maximiser son score. Ça peut être utilisé, je donne un exemple avec le jeu de Go, ça peut être aussi utilisé dans un concept comme un jeu d'échecs. Dans le cas du jeu d'échecs, qu'est-ce que c'est mon état? C'est ma situation de jeu, quelle est la position. Les actions sont les moves qui sont légaux. Dans ce cas-là, l'environnement, le jeu d'échecs est un petit peu différent. L'environnement va me retourner ma prochaine action, la prochaine fois que je peux jouer. Bien, la prochaine fois que je peux jouer, c'est quand mon adversaire a joué. Donc, l'environnement correspond davantage à mon adversaire à ce moment-là. Et ma récompense, c'est est-ce que j'ai gagné ou j'ai perdu la partie. Donc, si je maximise ma récompense, c'est que je maximise ma chance de gagner. Et enfin, ben, c'est intéressant les jeux, super cool. Mais l'ARL, ce qui fait que c'est extrêmement puissant, c'est aussi à quel point c'est facile de l'appliquer à des scénarios beaucoup plus concrets, beaucoup plus objectivement pratiques en société. Là, je donne un exemple qui est un projet avec lequel j'ai collaboré avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est sur l'anesthésie d'un patient. On a un patient qui se fait opérer. On souhaite minimiser la douleur du patient. C'est l'objectif général de l'anesthésie, mais le faire tout en minimisant la quantité de bolus, donc d'anesthésiant qui est injecté au patient. Parce qu'éventuellement, il y a une relation entre si j'ai donné trop de bolus pendant l'opération, il y a des chances que le patient ait des récidives et ait des difficultés après l'opération. Donc, c'est une question de bien balancer la quantité d'anesthésiant qu'on donne. Bien, ça peut aussi être vu comme un problème de RL. On a notre patient qui est notre état. On choisit est-ce qu'on donne un bolus, est-ce qu'on donne une dose d'anesthésiant. Ensuite, l'environnement, c'est
l'opération qui a lieu, qui se continue, on voit l'évolution du patient. Et en fonction de ça, à la fin, on veut voir est-ce que le patient ressenti la douleur et est-ce que j'ai réussi à minimiser la quantité de bolus. Je veux utiliser le moins de bolus possible. Maintenant, d'un point de vue plus mathématique, qu'est-ce qu'on a là? On va dire généralement que l'agent, c'est une politique. On utilise la lettre grecque pi pour le décrire. Et lorsque l'agent interagit avec un environnement, il collecte ce qu'on appelle une trajectoire. Donc, l'ensemble de toutes les étapes qui sont faites vont nous générer une trajectoire. Cette trajectoire-là va partir du temps t et se rendre jusqu'à l'infini, donc jusqu'à la fin de l'épisode. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sommer les récompenses avec un facteur de pondération gamma. Le facteur de pondération gamma, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais ce que ça représente, c'est un balancement entre les récompenses immédiates et les récompenses futures. Donc, si gamma est très près de 1, on va accorder une très grande importance aux probabilités aux récompenses qui sont futures. S'il est plus près de 0, on va accorder plus d'importance à nos récompenses immédiates. Et l'objectif en RL, c'est de trouver pi étoile, qui est la politique qui maximise l'espérance de la somme de ces récompenses. Donc, c'est la politique qui, lorsque je la soumets sur l'environnement, génère des trajectoires, c'est celle qui a la meilleure espérance de récompense au final. Maintenant, pour ceux qui écoutaient hier, le problème qu'on a là en bas à droite, ça ressemble beaucoup à un problème qu'on a vu en deep learning. Si vous vous rappelez, un argmax, on a une espérance. On aurait le goût de dire, est-ce qu'on ne peut pas apprendre ça avec du deep learning? Est-ce que le RL, au final, ce n'est pas très similaire à ce qu'on a vu en deep learning hier, ou est-ce qu'on a un problème d'apprentissage automatique? Mais allons-y, on va le faire ensemble à la main pour voir quelles sont les différences, quelles sont les similarités. Donc là, ce que je vous ai réécrit ici, c'est une version de ce qu'on appelle le problème d'apprentissage automatique. On a un jeu de données D, on a des étiquettes, donc un exemple en entrée X, une sortie attendue Y. On essaie de trouver les paramètres θ qui, lorsque je les passe dans un apprenant F, me donne une sortie qui est très près de la cible attendue et je veux trouver les paramètres qui me permettent de minimiser l'espérance de la perte entre ma sortie et ma cible attendue. Quand je fais du RL, ce que j'ai, mon X, c'est bien, c'est mon input, mon entrée, c'est mon état. Mon agent reçoit en entrée un état, ressort une action, donc l'input, c'est bien l'état. Ce qui ressort, c'est bien l'action. Donc, mon agent que je cherche à apprendre, c'est une action. Dans le cas de ImageNet, c'était de prédire une classe. Dans le cas d'apprendre à faire du vélo, c'est est-ce que je devrais tourner à gauche? Est-ce que je devrais pédaler? C'est ce genre d'action-là. Maintenant, par la suite, si on regarde Y, on a un problème. Y, on ne l'a pas en RL. Si on se rappelle l'exemple de l'enfant qui apprenait à faire du vélo, l'enfant n'apprend pas à faire du vélo en se comparant à son parent juste à côté et en faisant « Ah, c'est comme ça que mon parent le fait ». On ne possède pas cette vérité terrain-là. En RL, c'est par définition du problème. Ce qui est mauvais par rapport au fait de ne pas posséder la vérité terrain, on ne peut pas comparer directement à l'action optimale. Donc, c'est ce qui rend le deep learning et l'apprentissage automatique en général très puissant, c'est que je peux juste regarder c'est quoi la différence entre ce que j'ai produit et ce que j'aurais dû avoir. Donc, si on parle d'un examen, c'est comme si je regarde, si j'avais changé cette réponse-là, j'aurais amélioré mon score. Donc, je peux faire des incréments à tâtons plus faciles parce que je sais quelle est la cible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme on n'a pas de cible, on n'est pas limité par la performance qu'on peut obtenir. Donc, quand on a une cible, le mieux que je peux faire, c'est d'être exactement aussi bon que ma cible. C'est ça la limite, ce qu'on appelle le plafond de performance en apprentissage automatique. Quand on est en RL, on n'a pas ce plafond-là. Et c'est comme ça qu'on se ramasse avec des situations comme dans le AlphaGo, où est-ce qu'on est capable de battre la meilleure performance humaine parce qu'au lieu de dire j'apprends à imiter ce que les humains font, j'apprends à jouer, je deviens un autre joueur à part entière qui est capable de les battre comme un nouveau joueur peut arriver et battre un joueur humain existant. Le joueur ordinateur est capable de le faire aussi. Ensuite,
une autre comparaison entre l'ARL et le machine learning. En machine learning, on a besoin d'un dataset. C'est notre entrée de départ à notre problème. On a cet ensemble de paires entrées-sorties qu'on veut apprendre. En RL, on n'a pas ça. Le dataset, on se rappelle, quand mon enfant commence à apprendre à faire du vélo, n'a jamais collecté d'exemples. Il part de rien. Donc, c'est l'agent qui bâtit lui-même son jeu de données. En fait, le dataset en RL, il est collecté par l'agent. Ce que l'agent choisit de faire, c'est ce sur quoi l'agent va apprendre. Donc, l'agent a besoin de couvrir l'espace des actions, l'espace des états. Donc, en vélo, on veut essayer de ne pas toujours faire la même chose. Évidemment, si ça ne marche pas, on veut essayer autre chose. Et donc, il y a une notion où est-ce que même le jeu de données, on n'a pas ça en RL. Et là, ça va être un petit peu coupé, c'est pas super grave. Là, on pourrait se dire naïvement, mais ce que je peux faire, c'est que je peux couvrir l'ensemble de mon jeu de données. Je vais juste dire, bon, ben, mon enfant va apprendre à voir toutes les possibilités de vélo. Ben, dans des cas relativement simples comme les échecs, on parle de quelque chose qui est drastiquement plus large que l'espace d'atomes disponible. Donc, on parle de 10 à la 120 positions. 120, ça semble gros, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais si on compare au nombre d'atomes dans l'univers, au nombre de secondes depuis le début de l'univers, on est dans un espace qui est beaucoup plus large. Donc, on ne peut pas juste naïvement dire « je vais regarder toutes les parties d'échecs possibles ». Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce cas-là? Ben, on dit qu'on a un dilemme en RL. Pour la génération du dataset, on a le dilemme exploration-exploitation. Ce que j'ai comme illustration ici, c'est un robot qui veut aller manger. Le robot va toujours au même restaurant, c'est que le restaurant est très bon. Il y a un nouveau restaurant qui ouvre. Le robot ne connaît pas le nouveau restaurant, est-ce que le restaurant est bon, est-ce qu'il est mauvais, mais c'est possible que ce restaurant-là soit le meilleur restaurant que le robot va jamais avoir rencontré, tout comme c'est possible qu'il soit moins bon que la place habituelle et qu'en allant ce soir-là au nouveau restaurant, il va avoir une moins bonne soirée que s'il est allé à la place habituelle. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce que le robot devrait faire pour résoudre? Est-ce que je devrais aller à ma place habituelle? Est-ce que je devrais aller à la nouvelle place? Alors, ben, ce qu'on a, c'est qu'on a des approches pratiques, des solutions à ce dilemme-là. Les solutions, il y en a deux en général. Il y en a une première qui est ce qu'on appelle la solution Epsilon Greedy. Epsilon Greedy, c'est que quand mon agent va prendre une décision, avant de prendre la décision, il va considérer une chance non nulle de prendre une action aléatoire. Donc, dans le cas du restaurant, ce serait de dire, je flippe un 25 cents. Si le 25 cents tombe sur pile, je m'en vais au même restaurant. S'il tombe sur face, je m'en vais au nouveau restaurant. Donc, dans ce cas-là, c'est ce que j'ai voulu illustrer avec l'exploration et l'exploitation. Je ne savais pas comment mettre exploitation autrement qu'avec ça. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on appelle du Epsilon Greedy. Il y a des gens qui rient. J'ai mon historique avec l'Epsilon Greedy, mais l'Epsilon Greedy, c'est une méthode qui a résisté au test du temps et qui est extrêmement simple et qui nous permet d'avoir une très bonne couverture des essais. Donc, avec l'Epsilon, on s'assure qu'on va se retrouver quand même à explorer des choses que l'agent n'a pas appris. Mais en même temps, vu que Epsilon va éventuellement devenir petit, on va quand même être capable de dire qu'on ne fait pas juste être une poule pas de tête qui essaie n'importe quoi tout le temps. Éventuellement, il y a un apprentissage qui se fait. On va collecter un dataset qui est plus près de ce qu'on sait qui est bon. Une autre approche, c'est de dire ma politique, mon PI, mon agent, va être toujours stochastique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que la distribution sur les actions, donc les différentes actions possibles, elle ne va jamais être ce qu'on appelle un one-hot. Donc, elle ne va jamais dire tu dois toujours faire cette action-là. Je vais m'arranger pour qu'elle soit toujours, qu'il y ait une possibilité non nulle de faire autre chose. Comment on fait ça? Ça peut être via une régularisation. Ça peut être via la forme de comment on gère la politique. Il y a plusieurs formes de faire ça, mais éventuellement, comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ben, le modèle, tant qu'il n'est pas certain de ce qu'il fait, il va garder une probabilité non nulle de faire autre chose. Et éventuellement, c'est le même qui va explorer les actions qui sont moins connues. Je vais prendre un petit verre d'eau. OK.
Alors là, ce dont je vous ai parlé, c'est on a le problème de RL. On veut trouver pi étoile. Pi étoile, c'est de maximiser mon espérance de récompense. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je trouve ce pi étoile-là? J'ai mon problème, j'ai mon jeu d'échecs, j'ai mon problème d'anesthésie. Comment est-ce que je fais pour trouver mon agent optimal? Bien, la première approche qui est utilisée, qui est l'approche plus classique, je vous dirais, c'est une approche un peu comme le deep learning. Le même principe. On se dit, je veux trouver mon maximum sur cette espérance-là. Une espérance, on peut estimer ça en faisant une pige. On peut piger des batchs. Dans le cas du RL, une batch, c'est de dire, je vais générer B trajectoires, donc 32 trajectoires. Je vais apprendre. Dans le cas du vélo, c'est un petit peu contre-intuitif. Là. Mettons dans le cas des échecs, c'est je vais jouer 32 parties d'échecs. Puis à la fin, je vais regarder combien est-ce que j'en ai gagné, combien est-ce que j'en ai perdu. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire une descente de gradient, une montée de gradient, où est-ce que j'essaie de maximiser le score. Donc, je vais prendre le score moyen sur mes trajectoires et je vais mettre à jour mes paramètres par rapport à ça. Ça, c'est les approches de base. C'est vraiment une approximation du problème en général. Une autre approche qui existe, c'est de dire, on va faire du Q-learning. Q-learning, c'est qu'au lieu de dire, je veux immédiatement trouver ma politique optimale, donc trouver quelles sont mes bonnes actions, je vais plutôt m'intéresser à qu'est-ce qui se passe quand je fais telle action? Quelle est la récompense qui se passe quand je prends une action versus une autre? Donc, le Q-learning, qu'est-ce que c'est? Bien, commençons par se définir une fonction Q. La fonction Q, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va dire, si je prends une action A dans l'état S, je vais collecter la récompense liée à S et A. Et après ça, je vais calculer l'espérance de continuer avec ma politique actuelle. Donc, la Q-function, ce qu'elle va me dire, c'est que je suis dans un état, je suis capable d'estimer quelles sont les différentes Q-functions associées à chacune des actions. Puis en tant que telle, au final, la Q-function va être capable de me dire il y en a une action qui est préférable à l'autre aux autres parce que cette action-là me mène à une meilleure espérance de récompense. Alors, bear with me, on va faire légèrement des maths, ce n'est pas des grosses maths, mais l'idée est la suivante, c'est que la Q-function elle a des propriétés intéressantes qui sont qu'elle est essentiellement définie comme une récursion. Donc, la Q-function à un état, c'est l'équivalent de prendre la récompense à cet état-là, plus gamma, donc plus notre facteur de discount du futur, multiplié par l'espérance sur les autres Q-functions. Donc, c'est une Q-function, plus une Q-function, plus une Q-function, et éventuellement jusqu'à ce qu'on arrive à la fin d'un épisode. Donc, il y a une notion récursive. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai pi étoile, cette équation récursive-là, je perds l'espérance pour dire qu'au final, quand j'ai une politique qui est optimale, quand j'ai une valeur Q qui est optimale, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de prendre l'action avec la valeur Q maximale. C'est comme je vous disais, la Q-function me dit qu'est-ce qui se passe quand je prends telle ou telle action. Bien, la politique optimale, c'est de prendre l'action qui maximise ces scénarios-là. C'est ce qu'on appelle les équations de Bellman. Et lorsqu'on fait du Q-learning, ce qu'on fait, c'est on va dire, je veux me rapprocher de cette égalité-là. Donc, je veux entraîner un réseau Q. Donc, Q va être mon réseau de neurones qui va prendre une action et un état. Il va me dire quelle est la récompense à long terme. Et je vais l'entraîner à dire, je veux que cette équation-là tienne. Donc, je veux minimiser la différence entre les deux côtés de l'équation. Comment est-ce qu'on fait ça? Comme une perte de régression, on dit, j'ai deux chiffres, je veux que m'assurer les deux chiffres soient les plus près l'un de l'autre. Je fais une mean squared error. Donc, je prends le terme à droite, moins le terme à gauche, je mets ça au carré, et c'est ce que je minimise. Pourquoi ça marche? Parce qu'il existe un minimum à cette fonction de perte-là, L. Le minimum, il vaut 0. Puis lorsque j'ai 0, c'est que cette équation-là tient. Et lorsque l'équation tient, c'est que j'ai ma politique optimale. Donc, c'est une approche arguably plus complexe, plus détaillée que le policy gradient. Mais c'est une approche qui a sa valeur aussi, où est-ce que ça se prête beaucoup mieux
au deep learning et à l'apprentissage automatique, parce qu'au final, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend de manière automatique cette fonction Q-là qui, elle, est reliée à l'apprentissage par renforcement. Alors, l'intuition, quand on fait du Q-learning, c'est, si on se rappelle, l'intuition en policy gradient, c'était de trouver les actions qui maximisent la récompense. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit peu un problème inverse, parce que ce qu'on dit, c'est, je veux savoir, c'est quoi la valeur liée à chacune des actions, puis après ça, en fonction de cette valeur-là, je vais sélectionner l'action avec la valeur maximale. Donc, c'est deux approches qui sont avec des angles différents pour trouver le même problème, et dans les deux cas, les approches vont converger à pi étoile si on les laisse rouler infiniment de temps. Évidemment, ça, on ne l'a pas toujours. Donc, un petit récapitulatif, on a vu deux familles d'algorithmes. L'algorithme de type policy gradient, où est-ce que ce qu'on a, c'est un algorithme qui est extrêmement simple, qui a très peu de biais dans le sens où est-ce que les mises à jour sont extrêmement près sont toujours dans un pas vers la bonne direction, alors qu'un défaut, c'est que c'est simple and efficient. Si on se rappelle l'exemple des échecs, pour faire un pas de mon réseau de neurones, j'ai besoin de rouler 32 parties d'échecs avant d'avoir fait les dizaines de milliers de mises à jour d'un réseau de neurones habituel. J'ai besoin d'avoir fait 32 fois ces dizaines de milliers de parties-là. Pas très efficace, c'est très, très lent de ce côté-là. Par contre, en Q-learning, dès qu'on a une action, on a un exemple. Cet exemple-là, on peut l'utiliser pour apprendre. Donc, c'est beaucoup plus simple efficient, compute efficient, parce que je passe aussi beaucoup plus de temps à mettre à jour mes poids, à progresser vers mon objectif. Par contre, c'est beaucoup moins stable. Évidemment, il y a un dilemme fondamental où est-ce que le plus que j'essaie de faire quelque chose avec peu d'informations, le plus je suis fragile à ce qu'il y ait des exemples qui soient mauvais, qui viennent me pourrir la vie un peu. Donc, le Q-learning va devoir être, je vais vous dire, nurture. Et on dirait que les articles pour faire du Q-learning en pratique ont besoin d'avoir quelqu'un qui le tient par la main parce que c'est très fragile. Maintenant, on pourrait regarder ça et se dire, mais est-ce que ce serait possible d'avoir un léger biais, mais quand même être simple efficient? Est-ce que ce serait possible d'avoir le meilleur des deux mondes? Ben, en fait, c'est une question qui est très logique. Je pense qu'il y a un grand rire parce que j'ai mis un meme, mais je suis désolé. Et ben, en fait, ça donne une troisième famille qui est la famille qu'on va appeler qui est plus les méthodes de l'état de l'art, qui sont les familles d'acteurs critiques. Dans l'acteur critique, ce qu'on va faire, c'est avoir une politique. La politique va être apprise via policy gradient et un critique qui, lui, va être appris par Q-learning. Qu'est-ce que c'est? Ben, le critique, dans ce cas-là, c'est V. V est une autre fonction que Q, on n'entre pas dans les détails, mais V, au final, c'est au lieu de dire quelle est la valeur d'une action dans un état, ça va juste me dire quelle est la valeur de l'état. Grosso modo, dans le contexte d'un jeu d'échecs, V va me dire, en fonction de où est-ce que tu es en ce moment, c'est quoi les chances que tu as de gagner, alors que Q me dirait, en fonction d'où est-ce que tu es, si tu joues ce move, quelle est ta nouvelle chance de gagner? Donc, il y a une petite nuance, mais à toute fin pratique, c'est le même problème. Et bien, ce qu'on va faire, c'est, on a une politique. La politique, elle va être utilisée pour générer des samples, donc collecter des parties d'échecs, apprendre à faire du vélo. Donc, on se lance. Ces exemples-là vont être utilisés pour mettre à jour notre modèle, notre critique qui est capable de témoigner d'à quel point la politique actuelle elle est bonne ou pas. Et au lieu d'attendre mes 32 fins de trajectoire pour mettre à jour ma politique, ben, je vais directement la mettre à jour en fonction de J, qui J, dans ce cas-là, est la sortie de mon critique. Donc, mon critique apprend à quel point ma politique est bonne. Ma politique apprend à maximiser ce que mon critique lui dit. Mon critique apprend quelle est la performance de cette nouvelle politique-là, et ainsi de suite. On a une boucle de feedback qui nous permet d'avancer vers le pi étoile, donc notre objectif d'une politique optimale. Et bien, en fait, en général, ça va permettre d'avoir un apprentissage beaucoup plus rapide parce qu'on a le meilleur des deux mondes. C'est vrai que ça aurait pu être un meme de Hannah Montana, Best of Both Worlds. Je viens juste d'y penser. On a le meilleur des deux mondes.
On a un apprentissage qui est rapide et on a une stabilité. Donc, chacun des des algorithmes va venir pallier aux défauts de l'autre. Et ben, en général, tous les algorithmes de RL qu'on voit en ce moment sont des algorithmes d'acteurs critiques parce que c'est juste ce qui marche le mieux depuis des années sur tous les problèmes sur lesquels on a essayé. Maintenant, je vais juste prendre une petite pause, savoir quelle heure. 42. OK, bon. Donc, j'ai un bon rythme. Parfait. Parce que à ce stade-là, pourquoi j'avais mis ce stade-là? On a des slides d'introduction au RL. J'aime beaucoup l'introduction à RL, mais ce que je trouve intéressant, c'est que la RL nous permet d'avoir nous a obtenu des résultats fascinants dans les dernières années, qui sont ce dont j'ai vraiment le goût de vous parler. J'ai besoin d'avoir fait la base avant. Là, on a du temps pour les voir, donc on va pouvoir se gâter. Alors, le premier résultat fascinant dont je veux vous parler, c'est AlphaZero. AlphaZero, vous vous rappelez la première slide, on a parlé d'AlphaGo. AlphaGo, c'est un agent de RL qui apprend à jouer au Go. AlphaZero, c'est la version une coche au-dessus d'AlphaGo. On n'entrera pas dans les détails, mais éventuellement, c'est cet algorithme-là qui a permis de battre ce benchmark-là qu'on croyait inatteignable, qui est le jeu de Go. Comment ça fonctionne? C'est qu'on veut utiliser aucune connaissance a priori. Donc, ce qu'on a, c'est on a un algorithme qui est celui du chien qui court après sa queue ou du lapin qui court après la carotte, comme sur l'image. Ou est-ce que ce qu'on va dire, c'est l'agent va simplement apprendre à s'améliorer à partir de lui-même et de lui-même seulement. Donc, comment ça fonctionne? C'est que je vais avoir mon agent et je vais lui présenter une version meilleure de lui, une version optimisée. Et je vais lui dire, rapproche-toi de cette version optimisée-là, mais à chaque fois qu'il se rapproche, je vais lui présenter une nouvelle version optimisée qui est meilleure. Et éventuellement, on va monter. Et bien, on va progresser, on va monter jusqu'au haut de la montagne, notre problème de notre reward. Et bien, éventuellement, dans le cas d'AlphaZero, ce qui se cachait au haut de la montagne, c'était de battre les champions du monde au jeu de Go. Donc, c'est une méthode qui... Oui. Excellente question. C'est là qu'on s'en va à la prochaine slide. Mais oui, donc l'intuition, moi je trouve ça important de le voir conceptuellement. Ce qui est intéressant, c'est que on est presque un peu dans un problème d'apprentissage supervisé où est-ce que la cible devient une version qui nous améliore. Et tant que l'amélioration n'est pas nulle, ben, on progresse toujours, on devient toujours de meilleur en meilleur. Et éventuellement, ben, c'est suffisant ça pour battre les meilleurs joueurs humains au Go. Le problème est absolument fascinant de difficulté. Alors, comment ça fonctionne? Pour répondre à la question de Louis-Philippe. Dans les détails, qu'est-ce que c'est? C'est que dans AlphaZero, on a un agent qui joue contre lui-même seulement. Donc, le jeu de Go, très similaire au jeu d'échecs, on a deux joueurs, on place une pièce, le joueur en place une autre, ainsi de suite, jusqu'à ce que la partie se termine à la fin. Il y a un gagnant, il y a une défaite. Je pense qu'il y a des nuls, mais je ne suis pas certain. Ce n'est pas super important dans notre cas. Et ce qui se passe, c'est que l'agent va dire l'adversaire, c'est moi-même. Donc, il n'y a pas de notion qu'on a besoin d'avoir un adversaire, que ce soit un humain, un autre programme informatique. C'est toujours contre lui-même. Donc, tous les exemples qui sont générés par lui-même. Première étape. Maintenant, la partie où est-ce qu'on génère notre agent plus, notre version améliorée de l'agent, c'est qu'on va prendre notre position, notre état de jeu, et on va faire ce qu'on appelle du Monte Carlo Tree Search, qui est une navigation de l'arbre des possibilités. Sans rentrer dans les détails, le jeu de Go, on peut voir ça comme un arbre. À chaque nœud, qui est une position, il y a différentes branches qui sont les différents coups qui peuvent être joués. À chaque bout de branche, il y a un nouveau nœud qui est la nouvelle position, et ainsi de suite. Ce tableau, il est colossal, encore plus grand que le 10 à la 120 du jeu d'échecs. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le naviguer de manière relativement efficace avec un Monte Carlo Tree Search. Monte Carlo Tree Search n'est pas suffisant pour apprendre à battre les champions du monde au jeu de Go. On a essayé ça pendant des dizaines d'années sans aucun succès. Ça demeure un joueur extrêmement mauvais si c'est juste du MCTS. Par contre, l'intuition, elle est là, c'est qu'on peut naviguer l'espace de jeu avec le MCTS en utilisant la politique actuelle. Donc, au lieu de considérer qu'à chaque nouveau nœud, je dois essayer chacun des moves parce que les moves, je ne sais pas lequel est le bon ou le meilleur,
Ben, ce que je fais, c'est que je dis ma distribution de quel move je devrais jouer. Je commence par demander à ma politique, à mon agent actuel, qu'est-ce qu'il ferait. Puis en fonction de ça, je vais piger selon ça. Et éventuellement, le MCTS, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer une dizaine, une centaine de parties en utilisant l'agent comme point de départ. Et il va être capable de retrouver qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui n'est pas payant, surtout qu'est-ce qui est légèrement meilleur que l'agent. Et c'est là qu'on a, qu'on a la clé de la carotte, c'est que le MCTS, en explorant l'arbre de jeu, va nous obtenir notre agent plus, notre version améliorée de la politique. Oui. Est-ce que l'arbre est parcouru en longueur ou en largeur? L'arbre est parcouru en longueur, oui, exact, en longueur. Parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se rendre jusqu'à la fin d'une partie pour savoir si j'ai fait ce coup-là, est-ce qu'éventuellement j'ai fini par gagner ou perdre. Donc, c'est super important de commencer par se rendre, d'aller chercher des fins de partie pour avoir du feedback de est-ce que cette action-là a été bonne ou pas. Puis, comme je vous le dis, je vous le répète, je pense que c'est quand même important de se rappeler, le MCTS ne vaut rien seul. Le MCTS, ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il est capable d'être légèrement meilleur que de faire n'importe quoi. Eh bien, si mon n'importe quoi, c'est ce que mon agent fait en ce moment, je suis capable d'être légèrement meilleur que de faire n'importe quoi, qui me permet de devenir correct, éventuellement bon, éventuellement excellent, éventuellement meilleur que ce que jamais été produit. C'est ça qui est fascinant. Alors, comment ça se passe d'un point de vue technique? C'est qu'on a encore une fois une architecture acteur critique. On a un acteur qui est notre agent, qui nous dit qu'est-ce que je devrais jouer comme move. Donc, c'est ce qu'on a ici. C'est le P qui me dit, bon, ben voici la position, on commence une nouvelle partie de Go. Quel est mon premier move? Le critique, lui, va être aussi appris, il va dire quelle est la probabilité de gagner en fonction de cette position-là. Donc, est-ce que cette position-là, c'est une position où est-ce que je suis à mon avantage ou pas? Donc, on a vraiment les deux qui sont là. Et si vous avez déjà joué aux échecs, joué à un jeu de société en général, c'est quand même ces deux fonctions qu'on a où est-ce qu'on veut savoir, oui, qu'est-ce que je dois faire, mais est-ce que je suis dans une bonne posture pour gagner? C'est deux notions qui sont importantes pour progresser, devenir meilleur à ce jeu-là. Maintenant, comment est-ce qu'on entraîne chacun? Bien, l'acteur, ce qu'on lui demande, c'est de courir après la carotte, de prédire quelle est la version du MCTS qui lui a été obtenue. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est que l'acteur va nous donner P1. Ça, c'est sa sortie du réseau de neurones immédiate. Je vais rouler le MCTS. MCTS va me donner une nouvelle distribution qui est légèrement différente de P1. Et je vais demander à mon acteur de se rapprocher de cette nouvelle distribution-là. Et c'est comme ça que justement, cette cible-là va être en constante évolution et va faire que je deviens meilleur. Et éventuellement, le critique, lui, va juste suivre l'évolution de la politique. La politique devient meilleure et meilleure. Ben, le critique commence à être bon à savoir est-ce qu'un excellent joueur est capable de gagner ou perdre dans cette situation-là. Et c'est comme ça qu'on a notre critique. C'est quoi le nombre exact de parcours de l'arbre? C'est sûr qu'il y a du tuning qui a été fait par l'équipe, là, c'est DeepMind qui ont travaillé là-dessus. Mais effectivement, il y a plus qu'une action qui est explorée. Mais même s'il y avait seulement une action, après que tu as fait ta première partie, le MCTS va te dire, bon, ben, l'acteur préfère jouer ce coup. Ben, moi, quand je l'ai joué, puis j'ai continué à jouer avec l'acteur, ben, j'ai perdu. Fait que tu vas dire, je devrais diminuer la probabilité. Puis éventuellement, tu dis, ben, si je diminue la probabilité, je vais aller voir un autre ailleurs. Ben, sur ce coup-là que mon acteur ne préférait pas, ben, si je descends, j'ai gagné la partie. Fait que je vais me ramasser que je déplace ma probabilité de cette façon-là. Mais éventuellement, c'est sûr que le plus qu'on est capable de couvrir large, le plus qu'on a qu'on va avoir une grande différence sur la politique, mais il faut faire attention si on couvre trop large, on va se retrouver qu'on a un exemple parce qu'on a juste joué une partie à partir de l'état du board. Et là, on a un estimé qu'il y a une grande variance. Parce que c'est possible que on peut gagner, mais c'est juste qu'on n'a pas exploré dans l'arbre la séquence gagnante. Est-ce qu'un prior, c'est utile dans ce concept-là? Puis, spoiler alert,
dans le cas du jeu de Go, le prior nuit au jeu de Go. Tu me fais un autre beau segue sur ma prochaine slide, merci. On dirait que c'est sketché. Alors, en fait, pourquoi je dis qu'en Alpha Zero, on utilise zero prior knowledge? C'est qu'ils ont comparé entre utiliser du expert knowledge ou pas. Expert knowledge, dans ce cas-ci, c'est on prend les meilleures parties de Go des grands maîtres et on prend la base de données. Ils ont joué contre. Pendant des centaines d'années, on a des milliers de parties qui sont enregistrées. Et on fait juste apprendre à prédire ce que les grands maîtres font. Les grands maîtres ne sont pas fous, ils savent un peu ce qu'ils font. On apprend ça. Ce qui se passe, c'est qu'avec la courbe bleue, vous voyez le ELO. ELO, c'est un chiffre qui représente la performance du modèle. Donc, le plus que le ELO est élevé, le plus que le joueur est bon. Oui, quand on utilise du supervised learning, on n'est jamais épouvantablement mauvais, mais éventuellement, on n'est jamais capable d'aller chercher une performance qui va dépasser les cibles. C'est un peu le principe que je vous parlais de ML versus RL. Quand on est en ML, si ce que j'apprends, c'est à imiter les grands maîtres, je ne pourrai jamais battre les grands maîtres. Peut-être que je vais pouvoir en battre un ou deux de temps en temps, mais je ne vais jamais faire quelque chose qui est drastiquement différent d'eux parce que j'ai juste appris à les imiter. Et ce que les chercheurs ont observé, c'est que si on fait de l'apprentissage par renforcement, qui correspond à partir d'une politique exécrable, qui est pire que ce que vous feriez aujourd'hui si vous jouiez probablement, parce que c'est juste de toujours fermer les yeux, piger et jouer n'importe quoi, oui, ça nous prend du temps avant d'atteindre un niveau où est-ce qu'on est un joueur débutant, un joueur novice, mais éventuellement, il y a assez de puissance pour dire qu'on va être capable de dépasser les meilleurs joueurs. Et là, juste pour vous donner un exemple, la ligne pointillée ici, AlphaGo Lee, c'est le modèle qui a joué contre le champion du monde qui l'a battu. Donc, ça, c'est la ligne qu'on peut dire, c'est la performance humaine. Et en étudiant AlphaZero, qui est zéro prior, on est capable de le battre et de le battre de manière convaincante. Il y a un résultat qui existe en ELO, mais je pense que c'est quand tu as un ELO de 100 supérieur à quelqu'un, tu as 10 fois plus de chances de gagner que elle, donc que l'autre, que ton adversaire. Donc, on parle là, de 2 à 300 et c'est exponentiel. Donc, c'est l'équivalent de dire que si on enlève les capards, c'est presque moi qui joue contre Magnus Carlsen, champion d'échecs. Donc, on est presque à ce niveau-là. Et donc, effectivement, c'est ça, c'est ce que je disais. Quand on a un apprentissage supervisé, on commence d'un meilleur point de départ, mais en tant que tel, ça diminue notre plafond de performance. Je vais juste revenir là-dessus. Il y a une slide dans l'article, il y a une figure dans l'article qui n'est pas. Je pensais que c'était celle-là que j'avais, mais il y a une figure où est-ce qu'il montre que même si je fais un apprentissage par renforcement, mais que je commence à mon apprentissage supervisé, j'ai besoin de désapprendre éventuellement mon apprentissage supervisé avant de venir rejoindre l'apprentissage par renforcement. Je ne l'ai pas, c'est dans les matériels supplémentaires, là, c'est dommage, là. Mais éventuellement, à la fin, je vais avoir la même performance, mais je vais avoir perdu tellement de temps à désapprendre ce que je sais qui marche bien que c'est plus rapide de partir d'un joueur complètement stupide qui apprend par lui-même. Ce qui est... Encore une fois, moi, quand je vous disais que c'est des résultats fascinants, moi, je trouve que c'est ce qu'on observe. On observe quelque chose d'assez assez intéressant, là. Et maintenant, une autre question que les experts se sont posées, c'est est-ce que l'apprentissage par renforcement est quand même capable de prédire le meilleur move d'un grand maître? Et ce qu'on voit, c'est ce que vous avez ici en bleu. Il n'y a pas de tâche d'apprentissage supervisé qui est faite. C'est juste, on fait de l'apprentissage par renforcement, puis on voit est-ce que le move qui est prédit par notre agent est celui qu'un grand maître ferait. Alors qu'en mauve, on a vraiment une tâche d'apprentissage supervisé. Vous voyez, pendant des choses que l'apprentissage supervisé ne converge pas à quelque chose d'extrêmement grand. Il y a une super grande quantité de moves possibles au Go. Il y a une super grande diversité de stratégies possibles. Donc, 50%, c'est déjà un bon point de départ pour dire je m'attends à ce que le move soit là. Mais ce qui est intéressant, c'est que sans même avoir appris à des grands maîtres, on apprend à les imiter, mais dans une moindre mesure. Donc, il y a une notion où est-ce que les grands maîtres ne sont pas stupides, ne sont pas mauvais. Il y a des moves qui font qu'un joueur meilleur va faire quand même, mais il y a certains moves importants où est-ce
on va faire autre chose et c'est là qu'on va réussir à gagner une partie à la place. Et en fait, là, ce qu'on a vu, c'est des résultats par rapport à l'acteur, mais par rapport aux critiques, on a quelque chose d'encore intéressant où est-ce que si on a un critique qui apprend à déterminer le gagnant sur, encore une fois, les parties de grand maître, on va avoir, encore une fois, une performance qui va stagner, où est-ce qu'on n'est pas capable de toujours prédire le gagnant, mais notre critique entraînée par RL apprend à mieux représenter à quel point une position est susceptible ou pas de mener à une victoire et éventuellement est meilleure que le réseau qui est entraîné à faire exactement cette tâche-là. Encore une fois, moi, je trouve ça fascinant. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est ce qui est obtenu et c'est ce qui est. Ça a quand même du sens, à mon avis, par rapport au fait qu'on a un réseau en bleu qui est meilleur que les grands maîtres. Donc, il sait si la position est gagnante ou pas, à cause qu'il sait comment il la jouerait à ce moment-là. Je vais juste passer rapidement ici. AlphaZero, cet algorithme a été utilisé pour jouer au Go, aux échecs, au shogi. Shogi qui est un jeu d'échecs japonais. Il y a un article qui est paru plus tard qui s'appelle AlphaStar qui reprend le même algo qui joue à StarCraft. Oh, il y a une question de Yasmine. Est-ce que AlphaFold aussi fonctionne par apprentissage, par renforcement? AlphaFold a juste le nom de Alpha, n'a pas l'apprentissage par renforcement. Je ne suis pas un expert sur AlphaFold, mais moi aussi, j'étais curieux s'il y avait de l'apprentissage par renforcement, mais il n'y en a pas dans ce cas-là de renforcement. AlphaStar, c'est le même principe de self-play pour s'améliorer soi-même sur le jeu de StarCraft. Dans ce cas-là, ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir des ennemis diversifiés. Ils sont arrivés à la conclusion que dans StarCraft, je ne connais pas très bien StarCraft non plus, mais je pense qu'il y a plusieurs races que tu peux jouer. Il y a des races qui sont meilleures pour faire ce qu'on appelle des cheese, où est-ce que tu te dépêches à gagner la partie. Tu n'essaies pas de jouer une partie longue, tu fais juste rusher, essayer de battre quelqu'un rapidement. Tu as des races qui sont meilleures pour jouer la longue partie. Au final, si tu n'as pas des adversaires qui couvrent l'étendue de ces différentes races, ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre que en jouant un mid-game, qu'on peut appeler, tu vas être capable de battre un early game. Mais le early game va être battu par le late game. C'est peut-être pas le bon triangle, mais il y a un ensemble de triangles où est-ce qu'on finit par juste tourner en rond puis on ne devient jamais bon parce qu'on n'est pas bon contre toutes les politiques, on est juste bon contre nous-mêmes. Donc, éventuellement, c'est le résultat qui est derrière AlphaStar. Mu0, même principe qu'AlphaZero, sauf que là, ce qu'on dit, c'est mon MCTS, je ne le fais pas sur le jeu d'échecs, mon simulateur, je le fais sur un simulateur appris, qui est juste de dire je ne vais pas jouer autant de parties d'échecs, je vais juste apprendre à simuler des parties d'échecs dans ma tête, là, conceptuellement, et éventuellement, c'est suffisant et c'est même meilleur qu'AlphaZero. Je ne rendrai pas un détail, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus technique. Maintenant, mon dernier nugget, mon dernier résultat fascinant. Je vous avais dit qu'on avait parlé de ChatGPT. Là, j'ai dit le mot magique. Si vous êtes intéressé à savoir un petit peu une des puissances, il y a plusieurs percées qui se cachent à ChatGPT, mais l'une d'elles, c'est ce qu'on appelle le Reinforcement Learning from Human Feedback ou RLHF. L'intuition de RLHF, c'est que le reward, le signal que notre agent apprend à maximiser, ça peut être n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, je dis oui, ça peut être quelque chose de mesurable, comme est-ce que j'ai gagné une partie d'échecs? Est-ce que j'ai avancé plus loin ou moins loin avec mon vélo quand j'ai essayé cette stratégie-là? Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus implicite qu'on n'est même pas capable de coder. Par exemple, encore un meme, je m'attendais à beaucoup de rire, mais c'est correct, je vais rire dans ma tête. L'exemple ici, pour ceux qui n'ont jamais vu le meme, c'est un meme où est-ce que quelqu'un demande à sa copine qu'est-ce qu'elle veut. Le meme est fait sur qu'est-ce qu'elle veut manger, évidemment, pour la situation où est-ce qu'on ne sait pas quoi manger, mais on n'est pas capable on veut manger, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut manger. Dans ce contexte-là, ce qu'on finit par faire, c'est de dire, on propose différentes solutions, puis éventuellement, on arrive à dire, bon, je préfère ça que ça, je préfère ça, puis éventuellement, on converge, on va manger du sushi, par exemple.
Ben, cette même intuition-là, c'est ce qui se cache dans le Reinforcement Learning from Human Feedback. Où est-ce que ce qu'on fait? Je vais juste prendre l'exemple spécifique de ChatGPT pour vous donner un use case concret. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, au lieu d'être des restaurants que je propose, ben, je propose des phrases. Mes phrases, est-ce qu'ils correspondent plus à ce à quoi je voudrais faire face lorsque je fais lorsque j'ai une conversation avec une personne ou pas? Et éventuellement, le réseau va apprendre à maximiser cette préférence humaine-là que je ne suis pas capable de coder, je ne suis pas capable de la toucher, je ne suis pas capable de dire qu'est-ce qu'elle est, mais on est capable de le dire que c'est notre préférence. Alors, la façon que c'est fait, c'est on commence par se bâtir un dataset de prompts, des phrases. On a plusieurs phrases. On va demander à notre modèle de langue, génère-moi des nouvelles phrases par rapport à ça. Donc, si vous n'avez pas déjà travaillé avec ChatGPT, c'est qu'on commence par lui dire une phrase. ChatGPT nous répond. Donc, on obtient les réponses de ChatGPT. Ces réponses-là, on en a une quantité. Elles sont scorées par des humains qui vont dire « je préfère cette réponse-là, je préfère cette réponse-là, cette réponse-là, je la déteste ». Par exemple, on peut demander aux humains de dire ben, tout ce qui est racisme, tout ce qui est avoir trop confiance en toi ou inventer des faits, je veux que tu punisses drastiquement le modèle pour ça. Donc, on va lui demander de faire un ordering, un classement des phrases. Et en fonction de ça, on va entraîner un modèle. Et là, c'est l'intuition que je parlais hier par rapport à l'apprentissage automatique, où est-ce que ce qu'on a, c'est, quand on fait de l'apprentissage automatique, c'est on a des exemples, mais on ne sait pas c'est quoi la fonction qui passe de l'entrée à la sortie. Bien, quand on fait du human feedback, c'est exactement ce qu'on a. On a des exemples, des phrases, on a une sortie qui est le ranking. Aucune idée comment les ranker, le coder moi-même. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on apprend un modèle qui nous dit qu'est-ce qu'on devrait faire. Si on collecte un assez gros jeu de données, bien, on est capable d'entraîner un gros modèle qui est capable d'être très, très près de ce que les humains font en général et éventuellement, ce modèle-là représente qu'est-ce que le human feedback donne en général. Je mets un bémol là-dessus. On a parlé de notions éthiques hier. Ce modèle-là, il est presque aussi gros que le modèle de langue. Le modèle de langue, ChatGPT, on le sait, faramineux, c'est des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliards de paramètres. Le modèle de reward, il est presque aussi gros. Il est peut-être maximum 10 fois plus petit. À ce scale-là, 10 fois plus petit, ça reste gigantesque. Alors, on a besoin d'un immense jeu de données pour l'entraîner. Et comment ça a été obtenu en pratique? On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans les bureaux d'OpenAI, mais on sait que dans d'autres cas, ça a été fait avec Amazon Turk. Amazon Turk qui est éventuellement un produit par lequel on peut soumettre des tâches simples à des gens à l'international pour un montant fixe. Ce montant-là est typiquement extrêmement bas pour un citoyen en Occident, extrêmement élevé pour un citoyen dans le sud global. Et c'est éventuellement c'est un jeu de données qui a été bâti sur le dos un peu du sud économique. Donc, j'aime juste ça comme faire une parenthèse pour dire RLHF, super cool. Si on veut collecter 1 milliard d'exemples de classification, ben, ça nous prend beaucoup de gens. Le world being what it is, on se retrouve avec le fait que ben, on a des gens qui sont payés des montants extrêmement bas par rapport à ce qu'on connaît. Fin de la parenthèse. Alors, une fois que j'ai mon modèle de reward, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux faire du RL. Je veux que mon modèle de langue apprenne à se diriger vers ces préférences humaines-là. Et bien, comment on fait ça? Ben, c'est simplement, on a un modèle de langue initial. On a un modèle de langue tuné. Donc, lui, on lui fige les paramètres. Lui, on va le laisser tuner certains paramètres. Donc, je ne rentre pas dans le thème, mais éventuellement, c'est qu'on va avoir, pour une prompt, on va avoir 2 nouvelles phrases qui sont mon modèle de langue et mon modèle de RL. Je vais calculer lequel est-ce que mon reward préfère. Donc, je vais calculer c'est quoi le reward assis à chacune des prompts, laquelle est préférée par le reward. Et je vais faire du RL là-dessus. Donc, le RL, généralement, ce que j'utilise, c'est PPO. PPO, c'est une approche acteur critique. Donc,
je vous dis Actor Critic, c'est ce qu'on utilise en général. Ben, Actor Critic, c'est ce qui a été utilisé sur ChatGPT. Et éventuellement, en faisant du RL, on se retrouve que notre nouvelle version, le modèle gris, se rapproche des préférences humaines pour s'assurer qu'on n'oublie pas tout l'entraînement qu'on a eu, parce que notre modèle de langue a été entraîné au préalable à prédire des phrases, à comprendre comment une phrase fonctionne. Ben, je vais m'assurer que je le contrains à rester près du modèle initial. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une divergence KL. C'est un facteur de régularisation, un peu comme je vous parlais hier, où est-ce que je dis tu peux progresser, mais assure-toi de rester près du modèle initial. Et en fait, si vous êtes déjà allé sur ChatGPT encore une fois, vous êtes capable de donner un pouce en bas, un pouce en l'air, un pouce en bas, ben, c'est justement du human feedback. On ne sait pas encore une fois qu'est-ce qui se passe dans les bureaux d'OpenAI, mais il y a moyen de se douter que c'est probablement utilisé pour créer un jeu de données qui permet éventuellement de peaufiner encore une fois plus le modèle par rapport à ses versions précédentes. Donc, pour conclure, c'est tout ce que j'avais. Ce que je vous dirais, ce qui est important à retenir, le RL permet d'apprendre des behaviors, donc des situations, des comportements beaucoup plus complexes que le machine learning. Par contre, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que le RL, c'est beaucoup plus difficile que le machine learning. Je ne vous ai pas parlé nécessairement du scale des expériences qui sont faites sur AlphaZero et sur ChatGPT, mais on parle d'un scale qui dépasse l'entendement, qui dépasse ce qu'on est capable de concevoir comme quelque chose de gros comme calcul. Donc, il faut quand même se rappeler que c'est une tâche qui est beaucoup plus complexe, mais qui a un plafond beaucoup moins, qui n'a pas de plafond de verre qui est l'expertise humaine. Et bien, en fait, c'est ça, c'est que les progrès récents suggèrent même que cet investissement-là en temps, en ressources de calcul, vaut la peine, ou est-ce qu'on a eu des performances extrêmement impressionnantes sur des tâches difficiles comme le Go et des tâches difficiles à définir comme avec ChatGPT. Juste avant de vous laisser, j'ai des références, donc j'ai choisi de prendre une tangente un petit peu plus slide sur ma présentation. Il y a des contenus, il y a des livres aussi que vous pouvez utiliser en référence si vous êtes curieux d'en savoir plus. Je vous les mets là et les slides sont disponibles à tous. Il y a aussi des références en frais de code sur comment implémenter des algorithmes nous-mêmes, quels sont des bons points de départ pour des algos. Et éventuellement, le dernier point, c'est si vous devenez un chercheur en RL, c'est probablement quelque chose que vous allez vouloir regarder ces deux librairies-là qui vont être des bons points de départ pour en faire plus at scale. Et c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui.